Tous les détails du massacre ont été consignés dans les mémoires du temps. Je peux donc heureusement me dispenser de les renouveler ici. D'ailleurs, je n'en fus point de spectateurs. Ils dureront pendant 3 jours. Et je l'écris en rougissant 503 de prison en fini de ne pas savoir que des Français étaient massacrés par centaines. Les boutiques s'étaient ouvertes, les plaisirs dans toute leur vivacité, l'oisivité dans toute sa nonchalance, toutes les futilités, toutes les séductions du luxe, de la sensualité et de la débauche exerçant paisiblement leur empire. On jouait l'ignorance peu des heureux auxquels ils n'avaient pas le courage de s'opposer. Il y avait cependant, on me semblait, organe suprême protectrice des lois, des ministres chargés du pouvoir exécutif, une garde sautée et des magistrats, tous ces infortunés qu'on massacrait, avions des amis, des parents, et leur dernier regard non peut se reposer sur ce qui leur était cher. Ils ont péri après d'horribles angoisses au milieu des tourments les plus affreux. Il paraît qu'il périt 200 personnes dans ces 3 jours. Tant de sang versé n'assouvit pas la rage de cet envahisseur. Ils sentaient bien que le massacre des 200 personnes allait porter l'épouvante, l'indignation dans toute la France et dans l'Europe entière. Il fallait donc vaincre à tout prix. La fierté nationale et la mauvaise politique des ennemis les sévèrent merveilleusement. Près de 60 000 hommes partiront de Paris pour l'armée au moins de 15 jours. La jeunesse des départements, animée par le patriotisme le plus généreux, ne tentait pas l'exemple de la capitale et bientôt les armées feront tripler. Je n'osais m'enrôler dans un bataillon de volontaires. J'étais signalé chaque jour comme un ennemi de la patrie, c'est-à-dire des révolutionnaires. Les plus indulgents me blâmions. J'étais une mauvaise tête, une étourdie qui s'était jetée par vanité dans un parti qu'il devait détester. Je vais d'ailleurs signer toutes les pétitions en faveur de la cure. Je m'étais trouvé au château la 10 où il n'en fallait pas tant peut être condamné à mort. Ne sachant comment éloigner, j'allais consulter un de mes plus chers amis, Bertrand, si honorablement connu depuis par ses talents, son dévouement à l'empereur, et qui est maintenant à Sainte-Hélène. Je m'étais lié avec lui chez le procureur Domanché, où il étudiait les sciences du barreau. Il était destiné par sa famille à remplir un emploi de magistrat dans sa province depuis la suppression des parlements. Ses études étant sans but, il fit mieux que moi. Au lieu de se jeter dans les querelles politiques, il se confina pendant 18 mois dans une retraite pour étudier les mathématiques avec un esprit juste et une grande ténacité de caractère. Il devait réussir. Il venait de se faire examiner, il était reçu et il allait partir pour Châlons comme élève du génie. Me mener avec lui était impossible, mais il me conseillait de m'enrôler dans une cour franque. Il me donnait l'adresse du lieutenant-colonel Tillier, chargé d'organiser la Légion des Alpes. Quelques-uns de mes amis partageaient ma situation. Nous allons donc ensemble chez cet officier. Nous étions 5 jeunes bien élevés, jouissant de quelques fortunes, animés du désir de nous battre et avant tout de quitter promptement Paris. Monsieur Delisle nous reçut donc très bien. Il nous donna des ordres de route et le lendemain, 7 septembre, nous étions à 5 heures du matin sur les routes de Fontainebleau. Les sacs sur le dos, les bonnets de police en tête, et bien déguisés par une espèce d'habit de matelot appelé cramagnol. Qu'on me permette de m'arrêter un pas avant d'arriver à l'armée. J'ai besoin de jeter un regard en arrière sur ma conduite dans ces dernières années. Mon éducation avait été sévère. Les principes que nous faisions là-bas étaient excellents en tout.
Jusqu'à 20 ans, le spectacle de la corruption avait été soigneusement écarté de moi. Mes parents, mes maîtres, tous ceux qui m'entouraient m'avaient offert que des leçons et des modèles de la plus saine morale. À l'époque où toutes les questions politiques feront agiter mon éducation me préserva des erreurs que la mode et les passions m'auront alors en crédit. Les ridicules des orateurs de section me sauva de l'envie de les imiter. À la lecture de Montesquieu, j'ai choisi celle de Fénelon, Voltaire, Rousseau, Mably. Mais l'autorité de première m'imposait. J'aurais pu commettre aux mauvaises actions en m'écartant, même dans mes discours, de la réserve que cette lecture habituelle doit inspirer à un jeune homme. J'ai donc le bon esprit d'attendre un âge plus mieux peut manifester des opinions politiques et de consulter pour la conduite de ma conscience et mon cœur. Ces deux guides me retiendront dans les bains de la raison, de la modestie. Enfin, la révolution m'avait surpris à 20 ans. J'étais née, d'ailleurs, dans une classe trop obscure pour connaître tous les abus que cette révolution signalait. Je crois cependant avoir fait mon devoir en me prononçant pour la cause royale. Et maintenant que je reviens avec complaisance sur ces sentiments, cependant depuis que j'ai connu les émigrés, je me suis demandé quelquefois ce que j'étais allé faire parmi ces privilégiés qui comptaient au le peuple pour rien, moi qui était né dans le peuple. Si après la victoire, ils m'auraient su gré d'avoir combattu avec eux, si enfin, en supposant que la guerre civile eût éclaté, j'eusse fait une bonne action. Déserteur de leur cause sacrée de la liberté en marchant contre mes citoyens et peut-être contre ma famille, je n'ai pas attendu la nouvelle révolution opérée depuis 4 ans pour décider une partie de ces questions contre moi. Je ne savais pas alors tout ce que l'expérience m'a fait connaître plus tard.